Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Alors, dans ce nouvel épisode, j'accueille Mélissa. Alors, Mélissa, c'est une consoeur, c'est une diététicienne nutritionniste. Je crois que c'est la première diététicienne que j'invite sur le podcast. Mais elle n'est pas que diététicienne nutritionniste. Mélissa, elle est aussi ingénieure agroalimentaire. C'est ça, Mélissa? Oui, c'est ça. Je suis ingénieure agroalimentaire, alimentation santé. Et en plus, j'ai passé un CAP cuisine parce que j'adore les études, donc toujours plus. Bien sûr, on a un point commun. Mélissa, toi, t'es comme moi, t'as souffert du syndrome de l'intestin irritable. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles tu t'es intéressée à la nutrition et surtout aux gens qui ont mal au ventre un peu comme nous. Et donc, les FODMAP, toi, tu connais bien. On va en parler parce que toi, tu as créé une marque avec Rémi, donc ton collègue. Vous avez créé une marque qui s'appelle Bellicare. Donc, c'est une marque de plats cuisinés qui est pauvre en FODMAP. Et j'aimerais bien justement qu'on parle de ça parce que ça, c'est tout un programme en fait. Allier la nutrition avec l'agroalimentaire, enfin, ça paraît antinomique. Mais toi, tu l'as fait et c'est pour ça que je voulais un petit peu qu'on en discute dans ce podcast pour que les gens qui nous écoutent comprennent un petit peu mieux. Peut-être avant ça, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses pour te présenter. Sinon, on enchaîne. Et ben déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Effectivement, diététique et agroalimentaire, ça ne devrait pas du tout être antinomique et c'était un peu mon projet de vie. Donc, moi, je suis partante pour qu'on continue sur une discussion, Céline. Ah, super. Justement, tu t'es pas arrêté à la diététique. Pourquoi tu as mis tes compétences de diététicienne nutritionniste au service de l'agroalimentaire? Raconte-nous un petit peu ça. Alors déjà, avant d'être diététicienne, j'étais intéressée par l'agroalimentaire. Au lycée, j'ai hésité entre diététique, nutrition pour aider les gens et food science, donc vraiment science des aliments en application agroalimentaire. À l'époque, ça me parlait plus de vraiment être dans un métier de conseil et d'être au plus proche d'autres personnes. Je voulais vraiment aider les gens, c'était ça ma vocation. Et pendant les études, je me suis dit, il y a plein de choses hyper intéressantes qu'on ne connaît même pas. Et je me suis dit, au niveau diététicienne, on peut avoir de l'impact en seul à seul, on accompagne des gens, c'est génial, c'est super beau comme métier et j'adore, je soutiens toutes mes consoeurs. Je trouve ça très beau comme métier, mais notre impact est parfois limité, sachant que l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est ce qui permet de nourrir le monde. Donc je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire pour nourrir le monde, bien le nourrir? Je pense que dans l'agroalimentaire, ça peut être vraiment un allié, un levier de santé publique. Donc comment est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur? Je suis convaincue parce que c'est bien de dire aux personnes, en effet, de mieux manger, les accompagner dans leur équilibre. Et c'est vrai que concrètement, on n'est pas chez eux, tu sais. Ils sont en train de faire à manger, on n'est pas aussi dans leur contexte, dans les choses un petit peu compliquées du quotidien qui font que des fois, c'est dur, quoi. Et justement, en fait, moi, je me suis toujours posé la question. Tu vois, parce que c'est facile chez soi de faire un petit microbiote friendly. On a pas mal parlé dans les posts et puis dans dans d'autres épisodes de podcast. Mais franchement, en agroalimentaire, le microbiote friendly, c'est possible. Parce que nous, on a nos objectifs en tant que diététicien. Et puis l'agroalimentaire, ils ont leurs objectifs aussi en tant qu'industrie agroalimentaire. C'est possible de marier les deux? Franchement, entre nous. T'inquiète pas, il n'y a pas grand monde qui écoute. Dis-nous. Non, si, c'est complètement possible. Après, les enjeux quand on est en industrie, c'est les enjeux d'une entreprise où on a aussi des objectifs de rentabilité et de temps, en fait. Ce qui est compliqué parfois quand on veut faire du microbiote friendly, ça peut être voilà, de rester sur du brut, sur des choses locales, non traitées par pesticides, etc. Et ça, c'est des matières premières qui peuvent coûter plus cher. Et le consommateur n'est pas toujours prêt à payer, en fait, ce prix de la qualité. Donc, des personnes qui vont tout faire elles-mêmes sont prêtes à, elles, acheter leurs légumes bruts, etc., tout transformer et mettre ce prix-là, mais elles veulent le faire elles-mêmes. Mais les personnes qui ont la flemme sont pas toujours prêtes à payer le prix de la flemme en plus du prix de la qualité. Donc, c'est toujours trouver un entre-deux. En revanche, moi, je pense que l'agroalimentaire, c'est un super allié parce que, par exemple, faire des légumes fermentés, par exemple, ça, on peut le faire en procédé industriel. En fait, qu'est-ce qu'on entend par industriel? C'est juste de faire en grand volume. Au final, on part toujours d'un métier artisanal, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, la boulangerie. En fait, l'industrie, c'est juste un amplificateur de ces métiers
artisanaux. Donc il y a quand même un savoir-faire artisanal au fond. Et c'est ça qui est beau dans l'industrie, c'est qu'on part toujours avec des compétences, un savoir-faire en fait historique. Après, c'est le choix des ingrédients, en fait, qui change la donne, en fait. Alors, il y a les ingrédients, après, il y a aussi le procédé. Donc, forcément, si on utilise des bonnes matières premières et en fait, on a un procédé qui est semblable à ce qu'on fait en cuisine, par exemple, on va pas forcément détruire massivement les fibres. Mais si on n'utilise que des aliments bah, reconstitués, souvent, on a un peu des fibres ajoutées pour, bah, par exemple, améliorer le Nutri-Score. Où on va mettre des fibres de je sais pas quoi et on assemble un truc qui ressemble à pas du tout à ce qu'on pourra manger dans notre cuisine. Donc en fait, oui, ça va être riche en fibres, mais la matrice alimentaire, c'est quelque chose de très, au final, synthétique. On va piocher des fibres par-ci, par-là pour juste faire en fait une valeur nutritionnelle, sauf que nous, on ne mange pas que des nutriments et des cases à cocher. On mange des aliments qui ont des bienfaits. Donc l'intérêt, c'est de quand même minimiser la transformation, d'être semblable à ce qu'on peut retrouver chez soi, avec des ingrédients qu'on peut aussi retrouver dans notre cuisine. Et Ah, ça, c'est c'est ça, donc possible à grande échelle. Si on le choisit et que c'est notre priorité, on peut le faire, mais après, il faut trouver un levier économique pour que ce soit possible. ça, faut à la fois le savoir, j'ai envie de dire, Mm. donc avoir des connaissances en nutrition, et de l'autre côté, en effet, j'ai envie de dire la pression financière, économique, hein. Moi, je viens de là, hein, j'ai fait du marketing pendant 25 ans, et je suis régulièrement au contact d'entrepreneurs de la food tech, hein. Et je me rappellerai toujours d'une cliente à l'époque, une entrepreneuse, qui avait voulu faire, tu sais, un gâteau parfait avec des Mm. ingrédients mais incroyables en fait, où tu avais assez de fibres, moins de sucre, etc. En fait, tout ce qui fait que la valeur nutritionnelle enfin, allait être géniale. Mais en fait, économiquement parlant, c'était impossible. Impossible parce que tous les ingrédients étaient chers. Enfin, tu mets une huile d'olive, c'est plus cher. Tu mets une huile de colza, c'est plus cher. Tu mets, je sais pas, comme tu dis, des aliments bruts, c'est plus cher. Je me rappelle qu'on en avait parlé ensemble à l'époque parce que je voulais comprendre un petit peu mieux ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast, que j'étais au contact de pas mal de personnes de l'agro et même de la bio. Et c'est vrai que ouais, des fois, ça peut paraître compliqué, quoi, parce que chacun ses objectifs. Mais toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Tu as créé des plats cuisinés, on va en parler, où tu arrives en fait à le plus proche possible de quelque chose qui est fait à la maison, j'ai envie de dire. On essaye, on a fait certains compromis, bien sûr, mais le plus important quand on est dans une entreprise, surtout, c'est surtout d'écouter son client et de savoir qu'est-ce qui est important pour lui. Et malheureusement, la valeur nutritionnelle n'est pas toujours la priorité. On peut dire sur papier que ça l'est, mais dans les faits, ben, c'est souvent le porte-monnaie qui prime. Donc il faut trouver vraiment un entre-deux, entre quel est le vrai besoin de notre client et c'est ça notre rôle. Même en tant que diététicien, notre rôle, c'est d'écouter notre patient et de répondre au mieux à son besoin et c'est comme ça qu'on peut trouver vraiment les leviers économiques. Si on répond pile poil à son besoin, la personne payera. Mais voilà, donc il faut faire parfois des concessions. Il y a toujours ces concessions, tu vois, la personne qui a voulu faire son biscuit parfait, elle l'a jamais lancé parce que Ouais. ça revenait à un biscuit à 7 balles, quoi. Donc il y a un moment, ouais, je te promets. Je me C'est rappellerai toujours énorme. parce que ouais, ça m'avait marqué parce que c'est une des entrepreneuses qui a dû arrêter parce que c'était trop compliqué. Mm. La biscuiterie, on comprend pourquoi dans la biscuiterie, par exemple, c'est hyper compliqué de faire des biscuits qui sont plus proches de valeurs nutritionnelles dignes de ce nom. Parce qu'en fait, dès que tu commences à changer les ingrédients, c'est compliqué. Et j'entends ce que tu dis. Il y a une demande des gens, donc des patients, des clients, des consommateurs, qui est à la fois de manger mieux, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils sont prêts à faire ces concessions-là qui sont, un, en effet, le porte-monnaie, et deux, le temps, en fait. Je pense que c'est deux variables qui sont non négligeables. Avant qu'on revienne là-dessus, justement, j'avais une petite question. Moi, c'était par rapport aux plats cuisinés. Donc, toi, tu fais des plats Mhm. cuisinés. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, en fait, ces plats cuisinés. Et après, pourquoi tu les as appelés plats cuisinés? Parce que plats cuisinés, franchement, entre nous, c'est un peu contre-productif. Ça fait direct penser à enfin, des produits ultra transformés. Ça donne pas envie. Donc, raconte-nous un petit peu, bah, un, ce que tu fais, et deux, pourquoi tu les as appelés plats cuisinés. Bien sûr. Donc, nous, chez Bellicare, on propose des plats cuisinés, effectivement, qui sont adaptés aux personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et aussi des personnes qui
sont intolérantes au gluten, donc soit maladie cœliaque ou des hypersensibilités autres qui font qu'elles ne mangent pas de blé. Et on a développé, donc là, ça fait depuis avril 2024 qu'on commercialise vraiment des produits. Et depuis ce temps, on a développé une quinzaine de recettes qui répondent à ces deux critères. Donc on a une variété, on a des plats végétariens, des plats traditionnels comme le bœuf bourguignon, le hachis parmentier, on fait aussi des pâtes thaï, un korma végétarien. Donc voilà, il y a une belle variété de recettes et on les a appelés plats cuisinés parce que tout simplement c'est factuel. On ne savait pas vraiment au début comment se positionner. Au départ, quand on parle de recette, ben, les gens imaginent que c'est une recette, je vais te donner voilà, juste des ingrédients, etc. Tu vas faire toi-même. Quand on dit plat cuisiné, encore, les gens sont parfois confus. Ils pensent qu'on est HelloFresh et en fait, on va leur livrer des ingrédients, il faut qu'ils cuisinent eux-mêmes. Donc, au final, sur l'appellation, on a essayé plat préparé, plat cuisiné. Mais selon en fait la personne à qui on parle, c'est pas toujours hyper intuitif. Donc nous, on voulait aller droit au but. On fait des plats qui sont déjà cuisinés, prêts à l'emploi. Nous, on s'adresse aussi à des personnes qui souvent ne cuisinent pas ou ont d'autres priorités dans leur vie qui font qu'ils n'ont pas le temps tous les jours de faire. C'est pas leur priorité de cuisiner tout eux-mêmes. Donc quand ils voient plat cuisiné, ok, c'est déjà fait, c'est prêt pour moi, c'est pratique. Et nous, c'est ça qu'on propose, c'est de simplifier le quotidien de toutes ces personnes qui, bah, pour qui manger est devenu juste une galère au quotidien. C'est ça. En fait, tu veux révolutionner le rayon des plats cuisinés, en gros. Ouais, c'est un peu ça. Parce que, si je comprends bien, il faut que ça s'appelle plat cuisiné parce que c'est comme ça. C'est comme ça Oui, et que t'as pas le c'est. choix. Sinon, les gens vont pas vraiment se retrouver dans ce qu'on propose. Donc, il faut aussi quelque chose d'accessible. On réinvente pas la roue, hein. On va pas chercher midi à 14 heures. On fait du plat cuisiné, c'est du plat cuisiné. Après, c'est à nous de défendre vraiment notre valeur ajoutée par rapport à d'autres plats en barquette. Certains vendent la minceur, certains vendent juste la simplicité, la praticité. Nous, il y a vraiment ce côté soulagement digestif. C'est ce qui fait qu'on est en train de discuter en ce moment. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, je te dis encore une fois, pour avoir bossé avec pas mal de gens dans l'industrie agroalimentaire, dans les startups, c'est que ça fait bouger les gros. C'est que ça fait bouger les gens qui sont installés depuis un moment. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que ça peut révolutionner le plat cuisiné parce que voilà, vous arrivez avec des plats cuisinés qui sont bien et ça donne envie aux grosses entreprises, gros industriels qui sont là depuis des années de faire bouger un petit peu la donne, quoi. Et ça, je trouve que c'est un rôle, je pense que enfin, tu le portes très bien. Toi, en tant qu'entrepreneur, je te vois sur LinkedIn, tout ça. Et j'aime bien ce que tu défends et ça donne de l'inspiration à des gens qui font ça depuis des années, qui disent, ouais, en fin de compte, on peut faire quelque chose de meilleur pour la santé, en fait. C'est gentil. Je ne sais pas Ça va, si j'ai cette prétention, mais en tout cas, sur tout ce qui est intolérance alimentaire, moi j'aimerais vraiment que ça bouge parce que c'est pas normal en fait que tout le monde sur Terre en 2025 peut avoir la flemme et pas les gens qui ont des intolérances alimentaires. Et en plus d'être un peu condamné à parfois manger bah, de la merde ou des choses avec beaucoup d'additifs. Enfin, voilà, le sans gluten, c'est un autre champ de bataille. Enfin, voilà, c'est une autre bataille, notamment sur la panification, la boulangerie. Il y a beaucoup de progrès, mais je pense que le plus il y aura d'acteurs qui veulent démocratiser ça, bah, le plus ça fera poser des questions aux autres, à se dire, ah, mais peut-être que oui, le sans gluten, il faudrait qu'on fasse plus. Peut-être que oui, ça, Enfin, les FODMAP aujourd'hui, c'est inconnu au bataillon. Donc, très compliqué de se faire une place. Enfin, du coup, c'est facile de se faire une place, mais c'est difficile de se faire voir par les bonnes personnes d'avoir la visibilité et d'avoir l'impact recherché. Mais moi, je croise les doigts, dans 10 ans, voilà, Bellicare aura vraiment ouvert ce marché-là. Et moi, je rêve qu'on ait de la concurrence parce que c'est hyper important. Si on veut ouvrir ce marché, faire connaître l'intestin irritable, faire connaître bah, toutes les autres pathologies digestives qui impliquent de manger différemment, voilà, il faut commencer. Après, nous, on commence, il y a quelques autres acteurs, c'est pas facile tous les jours, mais c'est aussi ça la mission. Ah, c'est ça, parce que tu sais, je me rends compte, hein, j'interviens dans les entreprises, j'interviens dans des écoles, j'interviens dans pas mal d'endroits, hein, en dehors des consultations nutritionnelles et diététiques. Et je me rends compte que dès que je dis que je suis spécialisée en, en digestif, bah, je peux te dire qu'il y a plus d'une personne qui dit, ah bah, moi, j'ai mal au ventre depuis des années et je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était normal. Et donc, du coup, de faire entendre ça, je trouve que c'est hyper important. Nous, on s'est connus à l'APSI, c'est l'association des patients qui sont justement qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Et justement, il y a un gros boulot qui est fait pour essayer de faire connaître tout ça parce que les gens ne connaissent pas.
Et je pense que ça te fait un peu un double rôle. Ça va, ça va, tu gères? Oui, hyper simple, mon quotidien est très Ouais, c'est reposant. ça. Justement, si on revient à tes plats, c'est pas simple hein, de faire du low FODMAP. Déjà, en tant que patient, quand tu es Mm, dans un protocole pardon, low FODMAP donc justifié, c'est-à-dire que mm, vraiment on a été éliminé toutes les causes, on les travaille en parallèle, et donc tu te retrouves à faire de façon, on va dire, ponctuelle euh, ou un petit peu plus longue l'alimentation pauvre en FODMAP. Bon, chez soi, c'est plus simple. Là, tu nous parles depuis tout à l'heure d'industrialisation et donc de gros volumes. Moi, j'étais curieuse de me dire, est-ce qu'il y a des plats, franchement, que tu as essayé de faire, mais par tous les moyens, et tu t'es dit non, je lâche l'affaire. Tu vois, genre un hachis, une blanquette, je sais pas, un couscous, une quiche Lorraine, j'en sais rien. Tu t'es dit, mais là, enfin, je vais essayer de faire le FODMAP, j'ai tout tenté et je peux pas. Est-ce que tu en as comme ça? ouais, on a tenté de faire des lasagnes qui soient low Ouais, FODMAP. Donc, ça implique d'avoir des pâtes sans gluten, d'utiliser du lait sans lactose, etc. En soi, sur la composition, ça va. Mais pour vraiment faire un plat cuisiné, donc nous, jusque-là, on pasteurisait. Là, on passe sur de la stérilisation. Donc, comme voilà, les lentilles en conserve, par exemple, ça, c'est de la stérilisation pour tes auditeurs. Galère, très galère parce qu'en fait les pâtes sans gluten ça colle. Déjà chez soi c'est pas le truc le plus simple à manipuler, mais quand on veut faire, ben même nous on a fait juste des petits tests hein, pour 10 portions. Voilà déjà de faire d'empiler tout ensemble, de mettre dans la barquette, etc. En fait c'est une galère sans nom, possible donc quoi. on a un peu abandonné ce projet. Tu sais, Et les lasagnes, le rêve à atteindre. ouais, vraiment. Et en plus, on a une demande. On a des gens qui nous disent non, mais pourquoi vous faites pas de lasagne? Ça Ouais, c'est un serait top. basique. Et nous, on a une cliente qui nous a vraiment donné la recette en mode, bah, moi, je fais ça, 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 bah, voilà, vous pouvez faire ça. Et c'est adorable, mais en fait, on n'a pas vraiment les mêmes contraintes. Nous, bah, surtout avec le procédé de conservation, ça fait que technologiquement, bah, il y a des choses où on bouge derrière, si c'est pâteux, c'est pas très bon, ça va pas se bon. Enfin, voilà, il faut aussi être lucide quand on fait de la bouffe, il faut que ça soit bon. Ça. C'est là où on comprend, c'est ça que j'aime bien dans ton intervention, c'est là où on comprend que c'est pas parce que c'est facile à la maison que en Ouais. gros volume, en industrialisation, c'est facile et c'est ce qui fait la complexité des acteurs de l'industrie agroalimentaire, de faire des choses enfin, très saines pour tout le monde parce il y a ces contraintes-là, en plus du côté financier, on est d'accord? Et Mm. justement, si on parlait un petit peu d'additifs. Parce que voilà, tu vas me dire, allez, je mets un ou deux additifs et le problème est réglé. Le problème des lasagnes est réglé. Mais c'est des additifs. Et on sait que les additifs, bah, pour les troubles digestifs notamment, la qualité de notre intestin, hein, on sait que c'est là où tout se passe, l'absorption. Enfin, il faut qu'on le chouchoute. Hein, je suis la première militante. Toi, t'en mets vraiment zéro? Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu la complexité qu'il y a autour de ces additifs-là. Ouais, donc nous, à la base, on voulait vraiment faire des produits hyper clean, zéro additif, c'était ça le but. Et en fait, quand on a commencé à faire des tests justement de pasteurisation, euh, là, on s'est rendu compte que par exemple nos sauces, donc on a par exemple un bœuf bourguignon, donc c'est un plat en sauce, c'est classique, traditionnel. En fait, une fois que ça sortait de la pasteurisation, il y avait la sauce, elle phasait. Donc on avait quelque chose qui n'était pas très appétissant, donc qui est très important à prendre en considération. Et en fait, on utilisait ben, de la maïzena, c'était ça, ben, comme on peut le faire à la maison. Dans notre sauce, on va mettre de la farine pour épaissir. Et en fait, vu qu'on a un traitement qu'on dit thermique, donc en fait les plats vont être chauffés pendant un certain temps pour tuer toutes les mauvaises bactéries. En fait, ça va impacter l'épaississement de la sauce. Donc, la maïzena, par exemple, ça va pas tenir à la pasteurisation. Donc, ça va faire que notre sauce, ça va être un peu dégueu, avec une phase d'eau, une phase de sauce normale. Donc, c'est pas C'est ça que tu ouf. appelles phasé? Ouais, voilà. Donc, on aura plusieurs phases donc, de liquide qui se séparent, en fait. Ok. Et donc là, on a réfléchi bah, comment est-ce qu'on peut faire. Et en fait, l'amidon modifié, donc ça, c'est le seul additif qu'on utilise. Donc en fait, l'amidon modifié, donc ça ressemble à de la maïzena, hein, c'est de la poudre blanche. Et en fait, c'est un amidon qui a été légèrement changé pour qu'il puisse bien fixer les molécules d'eau et résister à la température, pour qu'il n'y ait pas cette séparation en fait entre l'amidon et l'eau qu'il va retenir. Donc nos sauces restent épaisses et voilà déjà plus jolies. Et voilà, en bouche, c'est plus agréable.
Donc, je ne sais pas si tu as des questions peut-être sur ça, si Ah, c'était ah, clair c'est comme vrai que moi, explication. c'est ça. Moi, j'imagine un auditeur qui se dit, mais c'est quoi ça, amidon modifié? Est-ce que c'est vraiment, enfin, c'est pas un additif controversé, on est d'accord? Euh, Mm. tu sais, on parle beaucoup d'additifs, notamment en facteur causal, même sur les maladies de Crohn. Ça en fait pas partie, on est d'accord? C'est quelque chose aujourd'hui qui est utilisé facilement, on va dire, dans l'industrie agroalimentaire. Justement, pourquoi tu as choisi de le mettre alors que tu t'es dit, il y a sûrement des gens qui vont dire, mais c'est quoi ça, amidon modifié? Bah là, c'était vraiment pour la qualité produit. Je voyais pas forcément. Enfin, j'ai aussi un côté un peu perfectionniste où je me dis, ouais, là, d'avoir Non. une sauce qui se déface comme ça, c'est pas possible. Donc, l'amidon modifié, c'est quand même ben, un des seuls additifs où, déjà, moi, en tant que diète, c'est quelque chose où, ben voilà, avec des patients ou même pour moi, quand je regarde les listes d'ingrédients, c'est un ingrédient, je me dis, oui, je tolère parce qu'en fait, c'est comme mettre de la farine dans ses sauces pour épaissir. Donc, si vous ne saviez pas que c'est ce qu'on faisait en cuisine, ben voilà. Ouais. Vous avez la réponse déjà sur ça. Mais oui, pour avoir une belle sauce qui enrobe, etc., bah, c'est compliqué de faire sans amidon déjà tout court. Et là, ouais, c'était vraiment une question de qualité produit. Donc, je me suis dit, on va le mettre. Et puis, au pire, il faut éduquer aussi les gens. Déjà, un tiers de notre travail aujourd'hui, déjà, c'est éduquer bah, sur les FODMAP, sur l'intestin irritable, sur etc. Et moi aussi, je porte cette mission. Je pense que l'agroalimentaire n'est pas fondamentalement mauvais. Et donc, il faut aussi éduquer quand on fait des choses qui sont vraiment pas dégueu. C'est bien de communiquer dessus. Et l'amidon modifié, au final, on a eu quasi personne qui nous a posé la question. Moi, je stressais énormément au moment du lancement. Je me dis, waouh, on va se faire lyncher, c'est nul. Et en fait, mais pas du tout. En fait, les gens ne regardent pas dans un tel niveau de détail les ingrédients. Ouais, on parle beaucoup d'amidon aussi, tu sais, l'amidon résistant, c'est quand tu fais Mm, ton petit riz, tes pâtes et tu les fais, tes pommes de terre. Après, tu les refroidis, tu les manges froids, ça fait de l'amidon résistant. Donc, l'amidon s'est déjà mm, transformé. Donc, ça va un petit peu dans ce sens-là. Donc, en tout cas, c'est pas antimicrobiote. C'est ça qui est important mm. de dire. Et c'est pour ça que tu as choisi de le mettre pour mêler l'utile à l'agréable, quoi. C'est ça. Et aussi, il faut prendre en compte la quantité. Dans une barquette, par exemple, tu auras peut-être 2 à 3 grammes grand maximum C'est ça. d'amidon. C'est pas ça qui va changer la face de la Terre. Enfin, OK. voilà, soyons Ouais, honnêtes. l'idée d'effet dose et d'effet cocktail, quoi. Exact. Ça marche. En tout cas, toi, tu as voulu créer ça, donc ces plats cuisinés, pauvres en FODMAP, vraiment pour apporter une solution aux gens, on l'a dit tout à l'heure, qui n'ont pas le temps. J'aimerais bien un petit Mm. peu que tu me dises, bah, c'est quoi, qu'est-ce qui fait la différence, ouais, entre, voilà, je fais mes propres plats à la maison et en quoi c'était une solution pour moi, en fait. Imaginons, voilà, dis-moi, je suis en train de faire un protocole de FODMAP. Dis-moi en quoi tu es une solution pour moi, en fait, concrètement. Déjà, quand on se lance dans un protocole low FODMAP, c'est qu'on est déjà dans un degré où notre intestin irritable nous impacte au quotidien. C'est que c'est vraiment désagréable. On est déjà fatigué parce qu'on a mal tous les jours. On doit justifier pourquoi on a mal tous les jours, pourquoi on n'est pas comme les autres, entre guillemets. Déjà, ça, c'est une fatigue mentale énorme. Quand on va voir notre diététicienne pour dire, et on établit ensemble que voilà, il faut suivre ce protocole-là pendant voilà, peut-être 2 ou 4 semaines selon la réceptivité de la personne. Déjà, il faut réinventer un peu toutes ses habitudes alimentaires. Donc, parfois, on peut se dire, j'en ai échangé avec une autre consoeur qui m'a dit, ben, parfois pour des patients où on va juste tester pour 2 semaines pour commencer, revoir toute son alimentation juste pour un test de 2 semaines pour voir s'il est réceptif ou non. Parfois, en fait, le bénéfice-risque, en fait, prendre ce temps de tout réinventer, de potentiellement mal faire, d'acheter des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude, etc. C'est plus une perte de temps ou une charge supplémentaire, surtout, versus tu peux avoir des plats qui sont en tout cas, c'est validé, c'est sûr que c'est pauvre en FODMAP, parce que quand on est chez soi, on peut aussi faire des erreurs, ou on n'est pas trop sûr. Après, il faut regarder l'application de la Monash. Ok, est-ce que j'ai mis 30 grammes de poivron vert? Enfin, ah non, en fait, je me suis trompée. En fait, j'ai pas pris ça. Enfin, j'ai pas pensé à tout pendant que j'étais aux courses. En fait, c'est déjà énormément de charges. Voilà, alors que là, clé en main, c'est aussi foolproof. Donc, en fait, c'est déjà conçu pour le régime pauvre en FODMAP. Donc, il n'y a pas besoin voilà, de surréfléchir, on a quelque chose d'assez clé en main. Après, nous, aujourd'hui, on fait que les plats, ce qui permet aussi de... Enfin, le but aussi, c'est pas que les gens ils soient dépendants de nos plats ad vitam aeternam, hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'apporter une solution là tout de suite pour soulager, pour rentrer dans un protocole et
Ensuite, de rendre le patient autonome, enfin, pas le client pour nous, mais le patient pour les diètes, c'est de pouvoir les rendre plus autonomes dans leur alimentation. Et nous, on vient vraiment en soutien. Donc, on apaise déjà la charge mentale, on apaise les troubles digestifs. Et ça, c'est le retour qu'on a de nos clients. Bah, je mange et je digère sans y réfléchir. C'est plus une galère pour moi. Et au-delà du gain de temps, il y a vraiment une de mes clientes qui m'a dit, en fait, moi, je paye ma tranquillité d'esprit. Je sais que, en fait, je me suis déjà cassé la tête. J'ai déjà fait plein de tests, etc. Je sais pas quoi faire. En fait, je suis à un point de non-retour. Donc là, Bellicare, voilà, ça me facilite la vie et c'est juste une charge mentale en moins. C'est surtout ça Ouais. qu'on apporte aux gens. En plus de l'écoute et voilà, et aujourd'hui, on est un des seuls acteurs sur ce marché. Donc voilà, c'est vraiment simplifier le quotidien. Et même au moment, donc surtout dans la première phase, c'est la phase qui est plus compliquée parce qu'il y a beaucoup d'évictions, il faut un peu tout mesurer, etc. Euh, Moi, je pense que le but, enfin, chacun sa valeur ajoutée. Moi, je pense un patient, demain, son rôle, c'est pas de tout peser, etc. Moi, je trouve que ça peut être limite néfaste pour le patient. Je préfère que moi, je me casse la tête à tout peser pour lui dans mon Ah, c'est ton laboratoire. côté diététicienne, ça. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pas bénéfique toujours de tout peser, etc. C'est bien parfois juste pour voir où on en est, mais de tous les jours tout peser, ça peut limite pencher vers ah non, mais en fait ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Moi je préfère prendre cette charge-là pour moi. Moi je pèse tout dans mon laboratoire, je m'assure que les quantités soient conformes, etc. Et après pour la réintroduction, ben là c'est autre chose. Mais voilà, nous on apporte vraiment de la simplicité, du clé en main tout de suite. Ouais, et je vois autre chose aussi. C'est moi ce que me remontent mes patients, c'est, tu sais, tu as toujours un plat au frais Mm. qui t'attend. Et en fait, quand tu es en galère, t'as pas pu faire ci, pu faire ça, ou je sais pas, bah t'as ça en fait. Et bah ça sauve la donne sur un moment donné. Et même sur des gens qui sont sortis du protocole, le FODMAP, tu sais, je pense qu'on a tous un petit peu ça en commun, c'est que il y a toujours dans un coin de notre tête là, j'ai un truc super important à faire, faut pas que j'ai mal au ventre. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais tu vois, j'ai beau être spécialisée dedans, j'ai toujours ce petit coin de ma tête là. Et tu Mm. te dis là, bah ouais, j'ai le plat, il est nickel, je sais qu'il n'y aura pas de conséquences en fait. Et moi, j'aime bien aussi ce côté-là, un peu tu sais, en cas d'urgence. Tu sais. Ouais, c'est sûr, et même nos clients nous disent aussi, bah, quand je rentre de vacances, j'ai pas forcément prévu des courses. En plus, ok, on fait des plats low FODMAP, mais concrètement, c'est des plats que tout le monde peut manger. Si tu n'es pas dans le cadre d'un protocole, tu peux quand même manger les plats, enfin, parce que tu vas C'est manger ça, d'autres choses à côté, tu ne manges pas que Bellicare. Enfin, j'aimerais bien, mais, mais normalement, en principe, tu manges pas que Bellicare, donc en fait, ça s'intègre dans une alimentation équilibrée. Et bah, moi, je sais, ma sœur, c'est une de mes clientes fidèles. Ben, elle, c'est surtout, elle aime pas cuisiner, elle va pas cuisiner des légumes par elle-même, elle va pas faire tout ça de son propre chef. Et là, elle a quelque chose ben, de déjà prêt, c'est pratique. Et puis même, il y a des gens qui adorent cuisiner, mais juste la semaine, parfois, c'est juste pas la priorité. Et ils se disent, oui, dans un monde parfait, j'aurais tout préparé le dimanche, etc. Mais on a tous des vies. Donc c'est c'est OK, ça. en fait, d'avoir un peu un repli, une solution de secours. C'est ça. Moi, je le vois aussi comme ça parce que enfin, t'es diététicienne comme moi, t'accompagnes des gens aussi comme moi. J'ai vu que tu développais aussi ça, l'accompagnement qui est hyper important. Euh, L'alimentation pauvre en FODMAP, elle n'est pas censée durer, quoi. Et puis, c'est c'est pas une solution sur le long terme, c'est quelque chose de ponctuel. Euh, Il y a des gens qui sont en protocole de FODMAP depuis des années, en fait. C'est pas possible, en fait. Donc, toi, quel regard t'as un petit peu là-dessus, sur, bah, justement, sur cette alimentation pauvre en FODMAP? Ouais, je pense, comme tu l'as déjà dit, c'est un protocole pauvre en FODMAP. Donc le but, enfin voilà, c'est de éviter à un instant T, mais ensuite de réintroduire. Et beaucoup de personnes ne font pas la réintroduction. Ils se disent, ben, et souvent les gens sont déjà mal informés dès le début. Ils vont recevoir une liste interdit, autorisé, et après ils restent dessus pendant toujours. Ils se disent, ah bah c'est bon, mais j'ai fait le régime pauvre en FODMAP. Ou déjà les gens ils disent, j'ai fait le régime sans FODMAPs, c'est bon. Alors non, c'est pas bon, il faut réintroduire. Et c'est pour ça justement qu'on a développé une offre d'accompagnement avec Bellicare, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens, ils se disent, ah, mais je mange le FODMAP tout le temps, toute ma vie, mais c'est pas le but. Oui, bien sûr, ça va te soulager tes symptômes, parce que du coup, tu as moins de fermentation, donc tu as moins de douleur.
Mais le but, c'est quand même de ne pas appauvrir ton microbiote sur le long terme. Là, c'est juste un test, c'est d'identifier des intolérances. C'est ça le but du protocole low FODMAP. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, le but, c'est de ne pas rester dans une phase de low FODMAP à vie. C'est C'est ça. vraiment pas recommandé. Et pour réintroduire, il faut être accompagné parce qu'il y a le côté j'ai peur de remanger tel ou tel aliment parce que j'ai peur d'être encore dans le mal, j'ai peur, voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, je préfère rester dans la sécurité de le low FODMAP, je sais ça me va, etc. Donc ça, il faut aussi accompagner. Donc non, c'est pas une solution sur le long terme, mais surtout que c'est assez contextuel. Il y a un moment où on peut être intolérant à X, Y aliments, et en fait, on va tester 2 ans plus tard dans un autre contexte de notre vie, et tout va bien. Donc c'est vraiment quelque chose d'évolutif. La première phase est vraiment utile pour voir, ok, si ça peut te soulager là tout de suite, c'est très bien. Et après, on va voir en réintroduisant des aliments, qu'est-ce qui marche pas trop. Mais le but, c'est de continuer à retester, 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 parce que, in fine, on veut avoir une alimentation diversifiée et variée. Donc ça, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le nerf de la guerre dans tous les cas. Mais il faut aussi prendre en compte le confort digestif, bien sûr, mais et trouver des adaptations. Et ça, je Ça. pense qu'être Ouais. accompagné par des diététiciennes compétentes, comme toi et moi, c'est essentiel, voilà, pour avoir aussi une vie normale. On peut pas Ça, je vivre dis, exclu de la société comme ça. c'est ça, et puis je dis toujours, tu sais, il y a la poule et l'œuf, c'est que des gens qui sont sur des protocoles low FODMAP depuis trop longtemps, des fois ça déclenche d'autres troubles digestifs, on ne sait même plus. Mm. J'en avais encore la semaine dernière des patients qui me disaient, depuis que j'ai changé l'alimentation, en fait ça va moins bien qu'avant, parce qu'en fait on n'a pas trouvé la cause. Donc ils viennent me voir, ils ont déjà fait un protocole, ça marche pas, ils ont essayé ci, ça et ça, ils se retrouvent avec des troubles digestifs qui sont même plus les mêmes qu'au départ. Ouais. Donc l'idée, c'est, on a aujourd'hui beaucoup d'informations, en effet, tu éduques les gens par rapport à ça. Faites-vous accompagner. Il y a des solutions, ça peut aller beaucoup plus rapidement que de tout faire tout seul. Quand tu disais tout à l'heure, je m'enlève la charge mentale. Bah ouais, je m'enlève la charge mentale et en fait, je gagne du temps et donc au final de l'argent parce que j'ai pas erré pendant 4, 5, 6, 7 ans, voire 10 ans. Des fois, je vois des patients qui viennent me voir, ça fait des années qu'ils ont mal en fait. Mm. Donc voilà, je trouve que c'est important et j'aime bien en fait que ce côté-là, que tu aies développé en plus du conseil, je trouve ça top. Donc Merci. ça, c'est chouette. Et aussi, alors, tu as l'EPI là, tu sais, sans gluten de l'AFDIAG, donc qui est l'association qui accompagne les gens qui sont malades cœliaques. On connaît tous la Monash, enfin plus ou moins. Donc la Monash, pour rappel, c'est ceux qui ont inventé, je vais le faire très court, hein, ceux qui ont inventé l'alimentation, le protocole, quoi, le FODMAP. Et toi, tu as un label qu'on connaît un peu moins qui s'appelle FODMAP Friendly. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Euh, Oui, Parce que voilà, je pense que les gens ne connaissent pas. Donc dis-moi un petit peu qu'est-ce bien que c'est sûr. que ça? Donc, FODMAP Friendly, c'est un autre organisme australien et en fait, c'est le premier organisme certificateur des produits faibles en FODMAP. Donc, à savoir, l'université de la Monash, ce sont les chercheurs de cette université qui ont défini le protocole faible en FODMAP. Les FODMAP ont une incidence dans les symptômes de l'intestin irritable. Et FODMAP Friendly, en fait, c'était les premiers à pouvoir faire des analyses laboratoires et attester qu'un aliment soit faible en FODMAP. Ça s'est joué vraiment à un an près entre les deux organismes, parce que Monash propose aussi un programme de certification pour des entreprises qui font des aliments faibles en FODMAP. Et FODMAP Friendly, en fait, ils ont aussi d'autres outils qui permettent de prendre en compte l'empilement des FODMAP. Donc, c'est-à-dire quand on va, en fait, quand on regarde l'application de la Monash, pour ceux qui connaissent, ça va nous dire, bon, vous pouvez manger X quantité de poivrons, X quantité de tel aliment, mais en fait, tout est pris un peu un à un. Mais du coup, si on ne prend pas en considération qu'en fait, ça va m'apporter du fructose, mais ça aussi, mais ça aussi, mais ça aussi. Et juste, on se réfère à la quantité verte de l'application. En fait, on peut se retrouver à juste manger beaucoup de fructose, par exemple, ou autre FODMAP, et au final, se retrouver à avoir des symptômes digestifs. Et je trouve que sur la Monash, c'est pas vraiment explicité ce côté-là où, en fait, de manger beaucoup de petites quantités, en fait, ça fait une grosse quantité. C'est ça. Et Mm. ça peut provoquer des symptômes digestifs. Et du coup, certains patients, justement, se disent, non, mais là, j'ai respecté, j'ai suivi vraiment à la lettre tout. Et en fait, j'ai encore mal au ventre. Ok, d'accord. Mais là, tu as mangé des poivrons, après, tu as mangé des fraises. Ah, ok, d'accord. Bon, en fait, il n'y a pas de surprise. Euh, donc ça, FODMAP Friendly, justement, ils mettent à disposition des outils pour vraiment calculer l'empilement des FODMAP.
ce que je trouve vachement bien. Et du coup, ils ont d'autres préconisations en termes de quantité. Après, moi, je m'inspire un peu des deux, parce que je trouve ça important d'être assez informé de toutes les sources scientifiques. Et en fait, FODMAP Friendly, déjà, ils m'ont démarché d'eux-mêmes. Et je connaissais déjà l'application, j'avais déjà regardé. Et en fait, ce que eux, ils m'aident vraiment dans la formulation de mes recettes. Parce que du coup, je peux prendre en compte cet empilement dans la formulation des différentes recettes pour m'assurer justement que mes recettes soient bien faibles en FODMAP et compatibles avec le protocole. Et donc, eux, donc il y a une diététicienne référente qui va venir analyser les listes d'ingrédients pour s'assurer justement que c'est compatible. Et après, on peut aller à l'étape supérieure de faire analyser ces plats en Australie, voilà, pour avoir l'accréditation FODMAP Friendly. D'accord, super, merci pour les précisions, parce que c'est vrai que c'est pas... Déjà, la Monash n'est pas très connue, donc Oui. FODMAP Friendly, du coup, c'était pour comprendre un petit peu, alors que l'épi, par contre, sans gluten, c'est l'épi barré là, de la Viac, celui-là, Mm. il est... Voilà, aujourd'hui, il est très, très connu. Et encore. Ouais, Parfois, il y a des bah, malades de ceux, cœliaques en qui tout cas, connaissent pas. qui mangent... Euh, En tout cas, on peut pas faire un épi barré sans avoir cette certification. En tout cas... ça, c'est important et c'est important de souligner que derrière, voilà, il n'y a pas n'importe quoi qui est fait. hmm. Pour terminer notre entretien, Mélissa, moi, j'aurais une question à te poser. Si demain, tu avais un message à passer à l'industrie agroalimentaire, parce que toi, tu as les pieds dedans, donc Hmm. on peut pas dire que tu connais pas, et donc tu sais ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Donc on a bien compris, les lasagnes en FODMAP, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu aimerais du coup leur dire à l'industrie agroalimentaire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire déjà en tant que diététicienne? Ensuite, pour nous, troubles digestifs, enfin, pour nous qui nous battons un peu contre les troubles digestifs, tu aurais envie de leur dire quoi? Ce serait quoi ton rêve pour l'industrie Hmm. agroalimentaire? Alors, aux industriels à proprement parler, en fait, ce que je trouve, c'est surtout structurel. Il y a beaucoup de problématiques qui sont structurelles, qui viennent des filières où l'industrie n'est pas forcément décisionnaire. Donc, je sais pas si mon message serait adapté, mais moi, je pense que ça serait vraiment génial de pouvoir développer, en fait, d'apporter plus de sens déjà dans les choses qu'on fait. Et en fait, de pas avoir peur d'aller vers du sens. En fait, de pas juste viser le volume, le chiffre, parce que oui, c'est très important, mais on est aussi dans un contexte où on a de moins en moins de ressources, où voilà, on a quand même la pression du réchauffement climatique, mais où l'agro-industrie doit s'adapter à des choses où ils peuvent pas forcément. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse revenir à des choses qui ont du sens. Donc par exemple, si tel ou tel aliment n'est pas disponible parce que c'est pas la saison, etc. En fait, qu'on puisse être OK sur le marché global, de se dire, OK, bah c'est normal en fait. Genre, on n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, des mangues toute l'année. On n'a pas besoin d'avoir des desserts à la mangue toute l'année parce qu'en fait, c'est pas la saison toute l'année. On n'a pas besoin, on peut pas produire X volume de X plats parce qu'en fait, on n'a pas assez de poulet en France pour faire du poulet basquez en parquette pour tout le monde. Et je pense qu'on devrait juste plus être OK avec, en fait, on a des limites. Voici les limites. Et voilà. Et pas toujours chercher à faire plus, à chercher, parce que du coup, l'industrie doit aussi s'adapter. Quand il y a, par exemple, la guerre en Ukraine, ça a fait que beaucoup d'industries ont dû chercher, ben, OK, comment est-ce qu'on s'approvisionne de blé ailleurs? Comment est-ce qu'on fait pour l'huile? Comment on fait pour ça? Et donc, c'est un casse-tête pour tous les qualiticiens, notamment, qui doivent refaire toutes les listes d'ingrédients, tous les industriels sur les achats, etc. Enfin, c'est vraiment un casse-tête pas possible. Alors que si juste on expliquait clairement, bah, en fait, il n'y a pas cette matière-là, on ne peut pas fabriquer. Point barre. Je pense que ça serait beaucoup plus simple en fait d'avoir un système plus durable parce que juste on serait honnête avec tout le monde. Voilà, on n'a plus ça, on peut plus faire ça. C'est comme demain ton banquier il dit ben Céline, il te reste 1 euro sur ton compte, en fait tu ne peux pas acheter une voiture aujourd'hui. Ben tu pourrais dire bah oui c'est vrai, j'ai 1 euro sur mon compte, je peux pas acheter de voiture aujourd'hui. Bah ça serait logique. Ouais, il y a une espèce de no limite en fait qu'on s'est Mm, imposé et qu'on doit aujourd'hui respecter, quel qu'en soit le prix, plutôt que de revenir à des choses simples. Et ouais, ouais, j'entends ce message. Après, c'est vrai que niveau financier, je sais pas si ça passera.
Hein? Ouais. On est d'accord? Bah, Mais surtout c'est que vrai que... les petits se retrouvent en fait à être un peu étranglés dans tout ça. Enfin, étranglés, Ouais. j'abuse peut-être, mais voilà, tu vois, nous, à notre niveau, on veut lancer un truc. En fait, si on n'a pas un minimum de commandes de 100 000 barquettes, ben, on n'est personne. Et du coup, c'est hyper difficile de faire des choses plus vertueuses, qui est une demande des consommateurs, mais où les consommateurs ne sont pas toujours prêts à payer. Nous, on n'a pas toujours la force industrielle pour pouvoir, voilà, enfin, même pour des industries. C'est difficile de dire, bah oui, est-ce que tu peux enfin, produire mes 300 plats par mois parce que voilà, bah, du coup, c'est hyper compliqué. Donc, et même les industriels, enfin, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que eux, ils ont des process, ils ont des achats, ils ont des volumes, tout est négocié, enfin, tout est au centime près dans l'industrie. Et c'est une réalité, et c'est comme ça qu'on fait des gros volumes, c'est comme ça qu'on peut acheter des choses plus accessibles aussi en supermarché. Mais je pense que si tout le monde, tout le long de la chaîne avait conscience de ça, même le consommateur, ben, derrière, quand il va chez Leclerc, il se dit, ah bah c'est génial, c'est pas cher. Mais en fait, pourquoi c'est pas cher? Parce qu'il y a des gens ben, en Chine qui produisent des tomates pour toi toute l'année. Donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, si on mettait plus de sens dans nos vies, je pense que ça filerait mieux. C'est ça, mais c'est pour ça que je voulais que tu viennes parce que, en fait, c'est facile de l'extérieur de critiquer, mais quand tu as le Mm. pied dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai Ouais, que je pense qu'on est quand même dans une logique où on essaie d'améliorer les choses, mais c'est le Titanic qu'on est en train de bouger. Et que déjà, pas à pas, et je trouve qu'aussi remettre le pouvoir aux consommateurs de se dire c'est vous qui avez le pouvoir de demander des choses bonnes pour la santé, ça fait bouger aussi les industriels. Donc on est un peu en ouais. entre-deux. T'as les gens qui ont mal qui poussent et puis les gens qui ont pas mal qui veulent manger n'importe quoi. Et il y a un peu un entre-deux à trouver et je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que voilà, dans les années qui viennent, j'ai un peu grand espoir parce que je te dis, je côtoie quand même pas mal de gens dans l'industrie agroalimentaire. Et j'ai grand espoir, moi, que ce message, il est en train d'être passé et on va changer les choses, même si c'est tout doucement, on va les changer. C'est quasi obligé. J'ai envie de rester sur cette note positive, en tout cas. Je sais pas si t'es comme moi, Mélissa, mais voilà, Je sais j'ai pas, envie parfois de je me rester dis la positive. machine elle est allée un peu trop loin et que là il faut aussi réfléchir autrement. Mais après, ce qu'on peut pas négliger, c'est qu'en fait il y a des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour l'agro-industrie et vraiment je les salue parce que c'est un métier qui est pas évident et je pense que beaucoup de consommateurs ne se rendent pas compte en fait bah, du travail qu'il y a derrière et c'est un beau métier aussi, enfin de transformer un truc de rien à faire des macarons par exemple. C'est incroyable. Et il faut vraiment pas en fait dénigrer ces métiers qui emploient des gens, il y a aussi une réalité économique du secteur. Donc voilà, de ne pas dénigrer, mais peut-être de proposer des solutions et remettre du sens. Et je pense que ça, pour tout le monde, d'être plus à l'écoute en général, pour les patients de leur corps. Et pour le marché, c'est d'être plus à l'écoute aussi des réalités du monde. Euh, voilà, ça c'est le message que j'aimerais passer. Ouais, bah merci en tout cas, Mélissa, c'est un beau message. Où est-ce qu'on te retrouve, Mélissa? C'est sur Instagram, Bellicaire? Où est-ce qu'on te Oui, donc vous retrouve? pouvez suivre la page bellicare.fr sur Instagram. On est aussi présent sur LinkedIn et notre site internet bellicare.fr. On est actuellement donc en précommande jusqu'au 31 octobre. Et, euh, et voilà, donc si vous voulez soutenir bah, l'alimentation digestive de demain, vous pouvez nous suivre. Et aussi, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Mélissa Bertin, ou sur Instagram, Mélie Croque-la-Vie. Voilà. C'est vrai que Mélissa, je n'en ai pas parlé, mais moi, je les ai goûtés, tes plats. Ils sont super bons. Enfin, c'est vrai que j'ai Non, oublié de merci. le dire. Ah, mine de rien, je me suis régalée. D'ailleurs, mon mari m'a piqué la moitié. Enfin, et lui, il a pas mal. Et ben super, bah, j'espère que tu auras l'occasion de les redécouvrir peut-être à la journée de la psy. On se voit là-bas, de toute façon, comme d'habitude. Et en tout cas, je te Super. remercie pour ton intervention et je souhaite longue vie à Bellicaire et à ton action aussi en tant que personne à faire bouger les choses. Moi, je trouve ça top parce que t'es aussi, enfin, t'es quand même beaucoup plus jeune que moi. Et donc, je trouve ça cool que les plus jeunes aussi prennent ces combats-là en main et pour ça aussi, je te remercie. Bah, merci beaucoup, Thierry. Allez, je te dis à bientôt, Mélissa. Et puis À pour bientôt. tous nos auditeurs, donc vous savez où vous retrouvez Mélissa, Bellicaire et sur Instagram aussi sur les Chroniques du Ventre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.